Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans un monde où tant de gens cherchent à améliorer leur vie, un petit nombre d'individus finit par se distinguer et accumuler des richesses, tandis que la majorité lutte pour sortir du gouffre? Le secret sombre de l'argent va au-delà du fait de travailler plus ou d'investir en actions. Il existe une distribution de la richesse qui, bien qu'elle semble injuste, suit une logique naturelle et inévitable. La vérité est que les 1 de personnes qui deviennent vraiment riches ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais le résultat de stratégies, de choix intelligents et d'un état d'esprit différent. Mais que savent-ils que les autres ne savent? Pas. Et pourquoi l'argent semble-t-il s'échapper des mains de ceux qui en ont le plus besoin? Bientôt, nous allons explorer les mystères de cette inégalité financière et révéler comment l'esprit humain et les comportements individuels influencent directement le succès ou l'échec financier. La distribution de la richesse dans le monde est un phénomène fascinant, mais souvent perturbant. Lorsque nous examinons les statistiques, nous voyons qu'un petit pourcentage de la population détient la majorité de l'argent. Ce n'est pas simplement une coïncidence. En réalité, cette concentration de ressources est directement liée à un modèle naturel de distribution qui se produit dans tous les aspects de la vie, de l'environnement de travail au terrain de sport. Dans de nombreuses situations, nous voyons que les personnes les plus réussies se distinguent dans leur domaine, non seulement parce qu'elles ont plus d'argent, mais aussi par leur capacité à le gérer et à en produire davantage. Ce modèle d'inégalité se reflète encore plus clairement dans des phénomènes comme la loi de Price, qui explique comment la richesse tend à se concentrer entre les mains d'une minorité. L'idée derrière cela est que, même dans un marché libre ou un système d'échange, l'argent finit par être accumulé par les mêmes personnes, laissant la majorité dans une position d'inégalité. Ce n'est pas seulement une caractéristique des systèmes capitalistes, mais un reflet d'un comportement humain fondamental. Pensez par exemple à la manière dont les grandes industries culturelles comme la musique, le cinéma ou même le football sont dominées par un petit nombre de stars qui, au fil du temps, continuent de s'enrichir. Et c'est là que réside la différence entre les 1 les plus riches et la majorité de la population. Beaucoup croient que l'inégalité est le produit d'un système oppressif, mais en réalité, elle est simplement le reflet d'un jeu naturel d'échange et de concentration, de talent et de compétences. Pour illustrer cela, pensez au célèbre jeu de Monopoly. Bien que tous commencent avec les mêmes opportunités, au fil du jeu, ceux qui possèdent une meilleure intelligence financière et une meilleure aptitude à échanger finissent par tout gagner, laissant les autres derrière. Et cela n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le monde réel, où la concentration de la richesse est inévitable, même dans un système de marché apparemment juste. Parlons d'un phénomène qui se produit même dans les jeux les plus simples, mais qui a un impact profond sur le monde réel, la concentration de la richesse. Imaginez que vous jouez une partie de Monopoly. Au début, tous les joueurs commencent avec les mêmes chances. Cependant, au fil du jeu, des transactions commencent à se produire et, à la fin, un seul joueur se distingue avec une énorme somme d'argent, tandis que les autres restent sans rien. Cet exemple simple illustre comment la concentration de la richesse est quelque chose d'inévitable lorsqu'il s'agit d'échanges, d'investissements et de jeux compétitifs. Le point central est que, indépendamment des intentions de chaque joueur, le système d'échange et de transactions crée un environnement où les plus habiles finissent par accumuler plus de ressources. C'est exactement ce qui se passe dans le monde réel également. Les personnes qui développent des compétences en négociation et qui comprennent la dynamique de la circulation de l'argent finissent par bénéficier de cette concentration. Pensez à ces personnes qui réalisent des investissements réussis ou créent des entreprises extrêmement lucratives. Elles ne comptent pas simplement sur la chance, elles jouent, d'une certaine manière, le jeu de l'argent de manière plus efficace. Ce que cela nous montre, c'est que, même dans un système apparemment égalitaire, comme un jeu d'échange, la richesse s'accumule entre les mains de quelques-uns. Cela peut être observé dans tous les aspects de la vie, du marché boursier à l'entrepreneuriat. Et à la fin, ce que cela nous révèle, c'est une grande vérité. La concentration de la richesse n'est pas une erreur du système, mais une caractéristique intrinsèque des systèmes compétitifs. Pour rester en tête, il faut savoir jouer le jeu, comprendre les règles et, bien sûr, avoir une bonne dose d'intelligence financière pour se démarquer. La question de la redistribution de la richesse est complexe et souvent difficile à aborder. Lorsque nous essayons de transférer de l'argent des plus riches vers les plus pauvres, cet argent finit souvent par retourner aux riches d'une manière ou d'une autre.
Cela se produit parce que, dans un système capitaliste, les opportunités d'investissement et de création de valeur sont largement concentrées entre les mains de ceux qui possèdent déjà de la richesse. Ils savent comment la multiplier efficacement, tandis que les plus pauvres, pour diverses raisons, n'ont pas la même facilité ou les mêmes ressources pour gérer l'argent qu'ils reçoivent. C'est un cycle difficile à briser, comme un jeu d'échange, où, à la fin, ceux qui ont plus accumulent encore davantage. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au sein du 1 le plus riche, il existe une rotation constante. Cela signifie qu'au fil du temps, différentes personnes entrent et sortent de ce groupe. Vous pourriez imaginer que la majeure partie de la fortune de l'élite financière est héritée ou conservée à jamais, mais la réalité est bien différente. Le marché des investissements, l'entrepreneuriat et même les changements dans le comportement et la conscience font en sorte que de nouveaux riches émergent, tandis que d'autres perdent leur statut. La distribution de la richesse, en ce sens, ressemble à une roulette, le numéro qui est au sommet peut changer, mais le jeu continue. Bien sûr, cette rotation implique également une certaine dose de chance et des compétences financières. Après tout, les plus riches savent ce qu'il faut faire pour préserver et multiplier leur fortune, tandis que les plus pauvres peuvent être victimes de vices, de mauvaise gestion financière ou d'un manque d'éducation économique. Même si nous essayons de redistribuer de manière égalitaire, le système et le comportement humain créent un cycle difficile à contrôler. Et c'est ici que commence le dilemme: comment vraiment créer une équation où la richesse est redistribuée de manière efficace sans qu'elle ne retourne rapidement entre les mains de ceux qui la possédèrent déjà? Lorsque nous parlons des tentatives de redistribution de la richesse, l'un des exemples les plus dramatiques et historiques est la collectivisation soviétique. Au début du régime soviétique, l'Union soviétique a essayé de redistribuer les terres et les ressources des paysans riches, appelés kulaks, au collectif. L'objectif était de créer une société plus égalitaire où tout le monde aurait accès aux mêmes ressources. Cependant, la réalité était bien différente. Plutôt que d'améliorer le bien-être de la population rurale, ce processus de collectivisation a conduit à une série de conséquences désastreuses qui ont affecté des millions de personnes de manière irréversible. Au lieu d'améliorer les conditions de vie de la population rurale, le processus de collectivisation a entraîné des persécutions violentes contre les kulaks, considérés comme des ennemis de l'État. Ils ont été tués, déportés ou forcés de travailler dans des conditions inhumaines. La plus grande tragédie, cependant, a été la famine qui a frappé l'Ukraine, connue sous le nom de Holodomor, où des millions de personnes sont mortes. C'est un exemple clair de la manière dont la tentative de redistribuer des ressources, sans comprendre les complexités du système économique, peut entraîner une crise encore plus grande, plutôt que de résoudre le problème de l'inégalité. De plus, cet épisode nous enseigne que les politiques de redistribution forcée de la richesse peuvent créer une dynamique de dépendance et de destruction, plutôt que de favoriser la prospérité. Le simple fait de tenter de retirer des ressources, à ceux qui en ont pour les donner à ceux qui en ont moins, peut générer du chaos, si cela n'est pas fait de manière stratégique et réfléchie. Cette leçon historique nous rappelle que la solution à l'inégalité ne réside pas dans le fait de prendre tout à un groupe pour le donner à un autre, mais dans la création de conditions permettant à chacun de prospérer grâce à ses propres mérites et investissements. Lorsque nous examinons les inégalités financières et sociales, il est tentant de tomber dans le piège de lier le succès ou l'échec d'une personne à des facteurs comme la classe sociale ou la race. Le communisme soviétique, par exemple, a utilisé le concept de culpabilité de classe pour justifier la persécution de certains groupes comme les kulaks, qui étaient représentés comme responsables de la pauvreté et des inégalités. Cette vision réductrice et simpliste, qui consiste à classer un groupe entier comme moralement coupable de sa position dans la société, peut avoir des effets dévastateurs, non seulement pour ceux qui sont la cible de cette persécution, mais aussi pour la société dans son ensemble. Jordan Peterson, psychologue renommé et auteur, met en garde contre le danger de classer des personnes et des groupes entiers en fonction de caractéristiques comme la classe sociale ou la race. Il affirme que cela crée un cercle vicieux de ressentiment, de haine et de division. Plutôt que de comprendre la complexité des facteurs individuels qui mènent au succès financier ou à l'échec, la société a tendance à rejeter la faute sur un groupe spécifique en ignorant les multiples variables qui influencent les résultats de vie. La moralité collective, fondée sur la classe ou la race, peut éloigner des solutions réelles et efficaces à l'inégalité, créant plus de problèmes qu'elle n'en résout. Par conséquent, au lieu de tomber dans ce piège, nous devons, rappeler que le succès financier et la répartition de la richesse sont influencés par une série de facteurs
y compris les choix personnels, les investissements et, oui, même la conscience ou conscience morale de chaque individu. Tandis que beaucoup croient que la pauvreté est simplement une question de manque d'argent, elle est également liée à la façon dont une personne gère ses finances, ses décisions et même sa vision du monde. Et en blâmant un groupe entier pour des problèmes qui sont, en réalité, bien plus complexes, nous éloignons toute chance de trouver des solutions réelles et efficaces aux disparités économiques. Le succès financier n'est pas une question de chance, mais plutôt de choix et d'action. Les personnes qui parviennent à se distinguer et à accumuler des richesses possèdent généralement des caractéristiques telles qu'une QI élevée et une forte conscience ou conscience morale, ce qui leur permet de prendre des décisions stratégiques et de gérer efficacement leurs ressources. Ces caractéristiques rendent possible des investissements intelligents et la persévérance, même face à des obstacles. Le QI, par exemple, peut aider une personne à comprendre le fonctionnement du marché financier ou à identifier de bonnes opportunités d'investissement, tandis que la conscience est essentielle pour maintenir le focus et la discipline à long terme. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer l'impact des facteurs externes qui influencent le succès financier. La chance et le moment opportun jouent également un rôle. Certaines personnes entrent sur un marché en plein essor ou sont favorisées par des événements économiques, tandis que d'autres sont confrontées à la pauvreté en raison de divers facteurs indépendants de leur volonté. C'est là que la question des inégalités économiques se pose. Bien que la prise de conscience et les efforts personnels soient cruciaux, le succès financier dépend également des circonstances et de l'environnement économique. La concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns, comme l'indique la loi de Price, est une réalité que peu réussissent à surmonter sans les ressources ou l'information adéquate. Cependant, la recherche incessante du succès financier ne doit pas être fondée uniquement sur l'accumulation d'argent. La véritable richesse va au-delà du matériel et implique une perspective plus large, comme l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Les personnes qui font des investissements cohérents, qui ont une mentalité à long terme et qui ne tombent pas dans le piège de l'auto-tromperie, récoltent généralement de meilleurs fruits. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais d'apprendre à le gérer, à faire travailler l'argent pour vous et à avoir une vision plus large de ce qui apporte réellement le bonheur et l'épanouissement dans la vie. Souvent, la pauvreté est simplement perçue comme un manque d'argent. Cependant, cette vision simpliste ne prend pas en compte une série de facteurs psychologiques et comportementaux qui contribuent à cette condition. L'argent, aussi important soit-il, ne résout pas tout. Les personnes confrontées à des difficultés financières peuvent souvent avoir des problèmes pour gérer ce qu'elles ont, qu'elles aient peu ou beaucoup. C'est là qu'intervient la question de la dépendance. Certaines personnes qui gagnent de l'argent rapidement, que ce soit par héritage, chance ou d'autres circonstances, finissent par tout perdre rapidement, en raison de leur incapacité à gérer les ressources ou même d'un manque de mentalité pour maintenir le succès financier. Ce qui se passe souvent, c'est que la pauvreté dépasse la simple pénurie matérielle et touche des domaines plus profonds, comme la gestion émotionnelle et la capacité à prendre de bonnes décisions financières. Lorsqu'une personne entretient une relation toxique avec l'argent ou ne comprend pas comment fonctionne l'investissement, par exemple, elle finit par perpétuer sa condition de pénurie, même lorsqu'elle reçoit davantage de ressources. La dépendance à la consommation immédiate ou le virement de dépenses sans planification font en sorte que cette personne entre dans un cercle vicieux. Par conséquent, le succès financier ne dépend pas seulement de gagner de l'argent, mais de la manière dont la personne le gère au quotidien, c'est-à-dire de son intelligence financière.